en n'étant pas quelque chose de stable, et pour lequel un certain nombre de définitions physiques ont été apportées, et notamment la notion qu'il y a une pression seuil de circulation dans le système capillaire. Tiens, il faut qu'il y ait une pression suffisante pour que du sang passe dans le réseau capillaire, indépendamment même de l'action des sphincters précapillaires dont on parlait tout à l'heure. Il y a surtout, à l'arrivée, un régime hydraulique qui est instable et qui se fait, les deux mots-clés, enfin les 4 mots-clés sont sans doute ici, par à-coup et qui aboutit à ce qu'il y ait un flux fractionné à l'intérieur des capillaires. Et dans le circuit métabolique, ce fractionnement est visible par différentes techniques. Il y en a une de morphologie qui illustre relativement bien, me semble-t-il, les choses. C'est qu'on voit bien dans certains vaisseaux, par certaines techniques particulières de préparation, qu'on a souvent des amas de cellules séparés par une zone acellulaire, puis par une zone de cellules, puis lorsqu'on examine la paroi de petits vaisseaux et même la paroi de capillaire. Le fractionnement, c'est ça. Tout se passe comme si, dans les capillaires, obéissant à un système de circulation par à-coup, en fonction d'une pression seuil, il y avait de temps en temps des paquets de cellules qui passaient, puis un petit peu de plasma, puis des paquets de cellules, puis un petit peu de plasma, puis un paquet de cellules, etc., etc. Et c'est dans ces conditions-là qu'il faut imaginer que se produisent les échanges. Les échanges notamment avec, parmi les éléments essentiels, la diffusion des gaz, la diffusion de l'oxygène, mais aussi les échanges de substances plasmatiques. La suite, elle est du domaine de la physiologie et de la façon dont on vous expliquera les échanges à l'intérieur des anses capillaires, où on n'insistera pas forcément sur cette condition hémodynamique, mais qu'on résumera souvent les propriétés du liquide qui circule par une pression, une concentration de ceci, cela. Mais la condition de circulation est importante, et le mot-clé est sans doute, en dehors des 4 qu'on vient de citer il y a un instant, de dire que c'est un système physiologique qui est instable, oscillant, et qui est en permanence régulé. En d'autres termes, il ne faut pas croire que la présence de capillaires dans un territoire donné soit quelque chose qui assure à tout moment, quoi qu'il arrive, des échanges, une bonne oxygénation tissulaire, etc. Non, il y a plein d'éléments qui jouent, qui vont réguler la façon dont se font les échanges, et ces éléments tiennent premièrement à la nature même du réseau capillaire dans le cadre de ces unités microcirculatoires où tout est fait, vous l'avez compris, pour que l'essentiel du sang passe directement de l'artériole à la veinule sans abandonner quoi que ce soit au tissu périphérique, mais où aussi les conditions circulatoires dans les capillaires font que les échanges obéissent à des règles très particulières par rapport à ce qui se passe ailleurs, par rapport à ce qui se passe notamment dans les vaisseaux plus volumineux où ça circule selon un mode plus classique d'hydraulique. Morphologie, on l'a dit, le capillaire est quelque chose de simple. On le situe à l'intérieur d'un tissu périphérique et le capillaire, ici en coupe longitudinale ou transversale, c'est finalement une cellule endothéliale. Voilà comme on voit en microscopie électronique le noyau de la cellule endothéliale qui fait un peu saillie dans la lumière et une très fine bande de cytoplasme ici qui représente finalement l'essentiel de la paroi, une petite basale, là une deuxième cellule endothéliale dans ce capillaire coupé en long, là on le voit en travers, c'est l'image qu'on représente habituellement, c'est ce qu'on voit le plus facilement d'un capillaire, une petite cellule endothéliale qui résume à cet endroit-là et en coupe transversale toute la paroi, une très fine basale en périphérie, et là on n'a pas vraiment de péricytes, donc je ne réinsisterai pas sur les péricytes et sur leur rôle hypothétique et discuté. Le résultat physiologique, ça c'est en physiologie qu'on vous le dira. On vous dira qu'à l'intérieur des capillaires, sous-entendu dans les conditions particulières de la circulation, de la microcirculation des capillaires, du sang arrive, repart, et qu'il y a un certain nombre d'échanges qui sont liés à des conditions de pression, qu'on résume souvent à la pression hydrostatique et à la pression osmotique, entre les liquides, le sang qui circule au sein du vaisseau et les liquides interstitiels. Tiens, en physiologie, on vous parlera dans les liquides extracellulaires d'un compartiment tissulaire. Il y a les liquides extracellulaires dans le plasma et il y a le liquide extracellulaire de la matrice conjonctive. Et c'est entre ces deux territoires-là que se font les échanges, en tout cas l'essentiel des échanges, avec évidemment une entrée dans le système,
le côté artériolaire, et une sortie, le côté vénulaire. Au passage, comme en cours de première année, je ne peux pas me permettre de vous parler de la circulation sanguine et des liquides tissulaires, des liquides extracellulaires de la matrice conjonctive ou des capillaires sanguins sans vous dire un mot de la circulation lymphatique. Pourquoi? Parce que c'est bien là que ça se passe. La circulation lymphatique, il faut la mettre en projection par rapport toujours à cette unité microcirculatoire commune et au fait que 25% du sang passe dans la voie métabolique et fait l'objet d'échanges. Autour de tout ça, qu'est-ce qu'on a? Dans le cas habituel, notre tissu conjonctif avec ce qu'on a décrit. Or, c'est à partir de ce tissu conjonctif que prend naissance, qu'apparaît un autre liquide du corps humain, le liquide de la lymphe, que prend naissance la circulation lymphatique, dont je ne sais pas si vous l'avez déjà vu maintenant en détail en anatomie, ou c'est peut-être un peu trop tôt. Vous connaissez la circulation à partir des tissus périphériques, les différents canaux, le canal thoracique et le... Bon, alors ça viendra, mais dont on va dire que à côté de la circulation sanguine, artério-veineuse, périphérique, au niveau des unités microcirculatoires, il existe un réseau qui est en parallèle de l'essentiel du réseau sanguin, qui est le réseau de la circulation lymphatique. Ce réseau lymphatique, il prend naissance ici, là où il y a les capillaires, autour des capillaires, dans le tissu conjonctif des tissus périphériques. Et dans ce tissu conjonctif des tissus périphériques, on voit qu'à côté des capillaires sanguins, premier vaisseau, ceux de la circulation sanguine d'échange, il existe ceux au niveau desquels il y a 25% du sang dans le cadre du circuit métabolique qui passent et qui font l'objet d'échanges, il y a des espaces, des cavités qui s'appellent les lymphatiques, les cavités lymphatiques, qui prennent naissance dans le tissu conjonctif, qui ont la particularité, amusait beaucoup les anciens, d'avoir une extrémité borgne et de se drainer dans un réseau de vaisseaux de plus en plus volumineux qui sort du tissu, qui sort de l'organe, qui se collecte par les voies de circulation lymphatique, sur le réseau duquel on trouve des petits organes dont on parle en immunologie qui s'appellent, se dit au passage, les ganglions lymphatiques. Mais au-delà des ganglions lymphatiques, les lymphatiques poursuivent leur chemin, se collectent et aboutissent à un volumineux tronc qui s'appelle le canal thoracique, qui va finir par se jeter dans la circulation veineuse. Ce qui fait que, au-delà du détail d'anatomie, puisque vous ne l'avez pas encore appris, je ne vais pas y insister plus lourdement, mais au-delà du détail d'anatomie, les lymphatiques initiaux, ici, dans le tissu conjonctif qui est à côté des capillaires sanguins, dans le territoire de la microcirculation, collectent ici un liquide qui va être drainé dans un système complexe, indépendant jusqu'à un certain point, indépendant jusqu'au point où la lymphe se jette, est jetée dans le courant veineux. Au-dessus du cœur, ça va dans l'oreillette droite, égale grande circulation. Au plan physiologique, qu'est-ce que c'est que cette lymphe? C'est un liquide qui contient un certain nombre de substances, qui contient des cellules, notamment pas mal de lymphocytes, qui circulent avec la lymphe, et qui prend son origine de, qu'est-ce qu'il y a autour ici? Comme tout à l'heure, la matrice conjonctive avec les cellules de passage et les liquides extracellulaires de la matrice. En physiologie, on vous dira ou à peu près que dans les cas des proportions d'échange, on considère qu'à peu près 90% des liquides et un certain nombre d'éléments qui vont avec, qui sortent du capillaire au début de l'anse capillaire, qu'à partir des substances qui sortent du capillaire au début de l'anse capillaire et qui vont dans les tissus périphériques, il y a à peu près 90%, notamment des liquides et de substances qui vont avec, qui sont réabsorbées à l'extrémité de l'anse capillaire. Ça tombe bien, on ne peut pas imaginer qu'il y a un système où il y a une accumulation de liquide tout au long de notre existence, sauf à imaginer qu'on finit par faire comme la grenouille qui va devenir un bœuf et finir par exploser. En l'occurrence, ça serait par accumulation hydrique. Donc, ça ne marche pas. Donc, les liquides, ils circulent dans la matrice.
extracellulaires, ils sont très largement repris, recaptés par le réseau capillaire. Ça représente seulement 90%. Et si on a ce chiffre-là en tête, on comprend que les 10% de liquide restants, emmenant avec eux un certain nombre de substances et éventuellement des cellules, partent dans la deuxième circulation qui est forcément associée à la circulation sanguine artério-veineuse au niveau des unités microcirculatoires des secteurs d'échange périphériques dont nous sommes en train de parler, c'est-à-dire deuxième circulation à côté de la circulation sanguine, la circulation lymphatique. Indissociable de la première, et pour comprendre la physiologie des échanges, il faut savoir qu'une partie des substances qui sont échangées dans le cadre des échanges entre le sang et la périphérie sont captées par la circulation lymphatique. Au passage aussi, si on a ce schéma en tête, et si on imagine non plus les échanges physiologiques, mais qu'une tumeur se développe à proximité de ce noble territoire, que cette tumeur soit maligne, on comprend que parmi les possibilités de dissémination à distance de la tumeur qui est capable de se développer sur place, bien sûr de s'étendre par proximité, mais les voies d'essaimage d'une tumeur maligne à distance peuvent emprunter les deux courants circulatoires qui existent, soit la circulation sanguine, égale métastase par voie sanguine, soit la circulation lymphatique, égale métastase par voie lymphatique. Et donc, rien que dans ce petit schéma-là encore, on peut l'associer à quelque chose d'extrêmement important, les possibilités de dissémination tumorale à distance par voie circulatoire. Les deux circulations principales dans l'ensemble des organes ou l'essentiel des organes sont la circulation sanguine, métastase par voie hématogène, ou la circulation lymphatique, métastase lymphatique. Bon. C'est quand même pas le propos du jour d'aller trop loin dans la carcinogénèse et l'extension des tumeurs. Pour l'instant, on vient de rajouter qu'à la notion d'échange sanguin au niveau du territoire périphérique, il faut associer donc la circulation lymphatique. L'unité microcirculatoire, c'est avant tout quelque chose qui fonctionne, qui s'explique à propos de la circulation artério-veineuse, mais c'est aussi quelque chose auquel il faut rattacher la circulation lymphatique. Les anastomoses artério-veineuses. On va rajouter au schéma de première année, à ces quelques notions de physiologie complémentaires d'aujourd'hui, qu'il en existe de différents types. Et dans les différents types, il y a celles que vous connaissez déjà, ce qu'on appelle les anastomoses, pour faire sérieux et savant, de type 1, ou direct. Elles sont munies ou non de sphincter, ce qui fait que ça peut être plus ou moins direct en fonction du degré de contraction du sphincter dans la paroi. Il y a le type 2 qui correspond à des dispositifs particuliers qu'on reconnaît en morphologie et en microscopie parce qu'elles représentent sur des vaisseaux de type artériel des différenciations avec des dispositifs qu'on appelle les dispositifs de bloc. Ces dispositifs de bloc sont habituellement des manchons musculaires lisses. C'est-à-dire que dans un vaisseau de type artériel, avec souvent une limitante élastique interne bien visible, c'est ce qui est dessiné en noir ici sur la coupe de ce petit vaisseau, il y a des épaississements musculaires. Et suivant l'endroit où ils sont situés, on parle de dispositifs de bloc intimo, sous rubrique 2A. L'intima, au lieu d'être relativement volumineuse pour un vaisseau volumineux, possède à certains endroits des dispositifs de bloc, c'est-à-dire un manchon musculaire lisse qui réduit la lumière et qui permet de diminuer la quantité de sang circulant. Des dispositifs qui peuvent être donc soit en manchon périphérique, soit en colonne, c'est une variante de la même chose, soit en coussinet, donc trois formes particulières qui, au plan physiologique, ont lorsqu'ils se contractent des significations un tout petit peu différentes, on vous l'expliquera en physio, je pense, le moment venu, soit des dispositifs médiaux, des dispositifs de bloc qui forment souvent comme des petites valves ou des petites valvules comme ceci. On les appelle en histologie depuis longtemps les coussinets polypoïdes, mais c'est peut-être un petit peu compliqué à retenir comme terme, mais qui, là encore, ont pour signification, cette fois-ci par un dispositif qui est situé au niveau de la média musculaire du vaisseau, d'obturer, d'éventuellement obturer le courant circulatoire, d'arrêter plus ou moins la circulation lorsqu'évidemment les dispositifs musculaires se contractent. Le troisième type de dispositif, et à dire vrai, c'est surtout pour celui-là que je vous signale qu'il y a différents types d'anastomose et qu'il y a une classification qui a été utilisée, c'est un récepteur qu'on appelle le récepteur glomique.
Vous avez peut-être déjà entendu parler du glomus en physiologie. Et ce récepteur glomique, c'est une différenciation avec des cellules de type épithélial disposées sur une anastomose de type artériolo-veineuse ou artériolo-vénulaire dans un territoire de microcirculation. Sa valeur de récepteur, parce qu'au niveau du manchon représenté par des cellules d'organisation épithélioïde ou épithéliale, en voici un en coupe histologique dans un tissu périphérique, un tissu graisseux. Voilà un petit glomus neurovasculaire. On voit qu'il y a pas mal de fentes vasculaires sanguines, sans doute ici d'ailleurs la méta-artériole, et que dans la paroi de ces éléments vasculaires, on trouve de nombreuses cellules qui sont tassées les unes contre les autres, d'où le nom de structure de type épithélial ou épithélioïde, et on sait qu'il y a là des fibres nerveuses qui font que ce dispositif a une valeur de récepteur.